Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes très heureux de nous connecter avec vous ce jour. Nous sommes le mercredi 12 février 2020. Vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, en Afrique et ici sur le territoire du Dénigban national, et plus particulièrement les agents du service de la documentation nationale, pour dire le service passeport, une auditrice et une collaboratrice du club La Presse adresse ce clin d'œil au service de la documentation nationale qui établit les passeports. À la technique, nous sommes suivis aujourd'hui par Gérald Akoucha et Michel Koko Vitogbe, les confrères et un invité qui s'installe ici. Au Club de la Presse, nous allons naturellement revenir sur les faits de campagne, notamment le premier couac en matière d'accès de tous les candidats sur le territoire national, notamment les plaintes et accusations qu'un parti comme l'ANC, son candidat Jean-Pierre Fabre, ont déclaré hier. Nous allons revenir là-dessus, tout comme les faits de campagne. Qui fait campagne où et comment? Qu'est-ce que les candidats disent les uns les autres? Nous allons y revenir. Nous allons aussi partager quelques préoccupations de proximité, nos besoins au jour le jour. Et comme c'est mercredi, nous allons parler naturellement santé. Avant d'aborder tout ça, juste la tradition, c'est la pensée du jour. Et ce matin, nous revisitons le vieux sage chinois qui a écrit qu'il y a 3 sortes d'hommes avec qui il est utile de se lier d'amitié. Les hommes droits, les hommes sincères et les hommes qui ont beaucoup appris. Encore une fois, Confucius qui a écrit qu'il y a 3 sortes d'hommes avec lesquels il est utile de se lier d'amitié. 1. Les hommes droits. 2. Les hommes sincères. 3. Les hommes qui ont beaucoup appris. Joachim Loko du journal Dunia Le Monde, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les confrères autour du plateau. Bonjour aux fidèles auditeurs du Canal FM. Eh bien, comme je me suis lié d'amitié avec vous, est-ce que vous êtes un homme droit? Est-ce que vous êtes un homme sincère ou bien vous êtes un homme qui a beaucoup appris? Bien entendu, vous savez que je suis un homme droit, sinon vous ne devez pas me renouveler la confiance à chaque mercredi. Merci, je suis un homme sincère. Je prends acte que Joachim Loko dit qu'il est un homme droit. Joël Kossi-Vignon-Ega, bonjour. Bonjour mon cher frère et ami. Le directeur du journal Fraternité paru aujourd'hui. Eh bien, je ne sais pas si c'est le malheur ou le bonheur de me lier d'amitié avec vous. Alors dites-nous, Joël, est-ce que vous êtes un homme droit, un homme sincère ou bien un homme qui a beaucoup appris? Nous sommes aujourd'hui Nous sommes le mercredi. Le mercredi 12, il y a une semaine, un homme nous a quittés. Il aimait toujours souvent dire, pas danser, s'apprécier à la fois. Et bon, c'est à toi de savoir pourquoi je me lie d'amitié avec vous. Pourquoi tu te lis d'amitié avec moi. Merci beaucoup. Gadiel Tonyandi, bonjour, santé, éducation. Ça c'est bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Eh bien, vous avez FM. écouté quand je lisais la pensée du jour de Confucius. Alors, vous, Gadiel, est-ce que vous êtes droit, vous êtes sincère ou bien vous avez beaucoup appris? Bon, c'est à vous d'apprécier. Hein. Je pense que on doit traverser les 3 catégories. Hein. C'est à vous d'apprécier. Et c'est ça pourquoi vous avez gardé toute cette amitié avec nous. Donc, quelque part, on a des qualités qui vous plaisent. Merci. C'est quand même utile d'y réfléchir, ce que Confucius a dit, qu'il y a 3 sortes d'hommes avec lesquels il est utile de se lier d'amitié. 1. Les hommes droits. 2. Les hommes sincères. 3. Les hommes qui ont beaucoup appris. Pensée du jour, chacun va méditer là-dessus. Je voudrais juste dire que je crois que c'est plutôt que de se demander si l'autre est droit, etc. C'est une invitation de la part de Confucius à ce qu'on travaille
à tendre vers ça, Merci. à être le plus droit possible et se cultiver. Merci beaucoup pour... bon, mercredi, nous abordons la santé sans attendre. Gadiel, rebonjour. Bonjour. Santé, éducation, paru aujourd'hui. Commençons par cet article que vous consacrez à cette épidémie qui fait la une de l'actualité sanitaire par le monde entier. C'est le coronavirus. Alors, vous nous présentez aujourd'hui les mesures à adopter pour prévenir cette épidémie. Beaucoup de points importants, notamment vous nous parlez de qu'est-ce qu'un nouveau coronavirus, quels sont les symptômes de l'infection à coronavirus chez l'être humain. Est-ce que les coronavirus peuvent se transmettre d'une personne à une autre? Beaucoup de points. Mais nous allons nous appesantir sur les recommandations que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, donne aux États. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'actualité là par rapport à ce virus qui, parti de la Chine, a déjà gagné, je crois, une trentaine de pays déjà. Avec 1 millier de morts actuellement. Donc, l'OMS fait des recommandations parce qu'on est déjà en alerte à travers le monde entier. Et la recommandation, c'est qu'au niveau des pays qui ne sont pas encore touchés comme le nôtre, il faut prendre des mesures préventives. D'abord, informer la population, éduquer la population par rapport à ce virus, quels sont ses modes de transmission et comment détecter cela. Comment détecter cela et des mesures préventives. Vous savez, c'est un virus dont les mesures préventives sont analogues aux autres virus qu'on a connus. Se laver les mains tous les jours, savon, savoir éternuer et puis détecter très tôt chez quelqu'un les signes et ne pas approcher la personne. Parmi les signes, il y a quand même un signe caractéristique, c'est l'essoufflement. Un essoufflement assez particulier chez la personne et ça doit alerter et la personne et l'entourage. Donc, on est dans les mesures préventives au niveau de nos pays. C'est ce que l'OMS recommande, en tout cas, et je pense que c'est individuel et c'est au niveau des États. Et sûrement que l'État togolais, par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de même que les services d'immigration nous ont informé que des mesures ont été prises pour bien surveiller tout ce qui entre sur le territoire national, que ce soit par terre, par air et par mer. Dieu merci, nous sommes jusqu'à ce jour à l'abri du coronavirus et nous allons prier et tout faire pour que ce virus ne se transporte jamais chez nous. Alors, dans des pays comme la Chine et autres, les milieux qui ont été infectés par le coronavirus, les populations ont été invitées à rester à domicile, à ne pas sortir, une forme d'isolation ou bien d'isolement de ceux qui portent ce virus. Eh bien, si cela arrivait, on peut s'adonner à un sport auquel Santé Éducation nous invite aujourd'hui, c'est faire le ménage, Gadiel. Faire le ménage, c'est important pour la santé. C'est classé dans la catégorie des exercices physiques, surtout pour les hommes. Vous savez, un homme au foyer, très souvent, c'est se lever du lit et puis ne rien faire catégoriquement. Donc, pour les hommes, quand on se réveille, surtout les week-ends, on peut se programmer ce week-end, laver les toilettes, balayer la cour, et vous voyez, faire un certain nombre de choses. S'il y a des herbes devant ou bien à l'intérieur de la maison, on peut les sarcler. Donc, faire le ménage, nettoyer la chambre, balayer, voilà. Donc, cela contribue à donner la santé, à faire tourner bien le sang dans le corps. Et c'est un exercice assez important pour la santé. Donc, faire le ménage, c'est un exercice physique qui contribue à la santé. Et c'est sûr pourquoi vous allez voir que dans plusieurs pays, l'espérance de vie de la femme est plus élevée que chez les hommes. Parce que les femmes, ce sont elles qui font ce genre de choses. Merci. Faire le ménage, cela peut paraître anodin, mais cela comporte plein de bienfaits. Eh bien, Joachim Loco, balayer la maison, faire la vaisselle et la lessive, nettoyer les vitres, repasser les habits, nettoyer la salle de bain, assister sa jeune épouse à la cuisine,
tout cela vous rapproche davantage de votre épouse et ça vous apporte beaucoup de bien. Joachim. Bien entendu, samedi, c'est surtout les samedis que moi je me donne à cet exercice, c'est-à-dire faire le ménage, faire la vaisselle et pourquoi pas faire la cuisine pour plaire à madame. Merci, vous l'avez dit et je ne doute pas que vous le ferez, Joachim. Je le fais déjà. Merci beaucoup, mais nous restons toujours dans les maisons avec ce phénomène à la mode. C'est, on a la chance et les moyens d'avoir une chaîne télé, on fait abonnement et puis les séries qui pleuvent. Alors, Santé Éducation qui nous rappelle que le visionnage excessif de ces films, de ces séries, mais soyons sincères également, de ces longs matchs de football, notamment le week-end, le visionnage excessif de la télé, cela peut produire des conséquences comme l'insomnie, la fatigue, voire une mauvaise qualité du sommeil. Tout à fait. C'est une façon de revenir sur les causes de l'insomnie. Hein. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, quand vous suivez les chaînes, pas forcément nos chaînes locales, mais les chaînes internationales qui nous passent des séries feuilletons, 4 séries feuilletons enchaînées, eh bien 5, voilà, ou bien 6. Et quand vous vous asseyez 45 minutes x 6, vous voyez ce que ça donne. Donc, quand vous asseyez comme ça, après avoir visionné toutes ces séries, cela peut agir sur votre sommeil. C'est des études pointues qui sont faites qui prouvent que quand on passe déjà une heure et demie, voire 2 heures de temps devant l'écran, le soir, cela agit négativement sur le sommeil de beaucoup de gens. Merci, mais Joël, soyons sincères et honnêtes, soyons droits. Il n'y a pas que les séries sur lesquelles, il n'y a pas que les séries et les feuilletons qui drainent les femmes et les jeunes adultes devant la télé. Il y a aussi les matchs de football. Imaginez, vous avez un abonnement Canal+, samedi ou dimanche, depuis 11h30 avec le championnat d'Angleterre, en finissant par le championnat d'Italie, en passant par l'Espagne et la France. Je connais des hommes, donc quelqu'un ici, qui reste scotché devant son poste téléviseur depuis 11h jusqu'au-delà de 22h. Ça aussi, il faut lui rappeler que ce visionnage excessif de la télé peut lui être préjudiciable. Bien sûr, je crois que c'est tombé dans des oreilles... dans des oreilles bien tendues. Et non, je crois que déjà, même au-delà de ça, même rester longtemps également devant l'écran du téléphone portable, accroché à WhatsApp ou bien quoi que ce soit. Voilà d'autres sources également qui nous empêchent de respecter. Je crois le temps de sommeil par jour c'est 8 heures, c'est ça, 8 heures ou bien 6 heures. Comme maximum. 8 heures pour les adultes. Au moins 6-7. C'est au moins 6 à 7 pour les adultes. Il faut qu'on aménage nos temps parce qu'on n'a pas les moyens de se traiter. Comme quelqu'un le dit, si AVC, altération, c'était Ali Bongo. Pourquoi tu es un pauvre citoyen, tu vas t'exposer au risque de l'AVC. C'est une bonne chose d'avoir une télévision grand éclat, c'est une bonne chose d'avoir des abonnements à l'excès, mais attention, l'excès du temps passé devant la télé peut nous apporter d'autres maladies, comme également un phénomène des temps modernes, c'est la malbouffe. On est pressé, tout le temps on est pressé. Santé Éducation qui écrit que le rythme et le mode de vie de la société moderne nous poussent à être toujours pressés et stressés. Tout semble urgent, y compris le moment de repas. On évacue le repas en quelques minutes. On n'a même pas le temps de passer à la maison, de s'asseoir et de manger et mâcher bien les aliments. On évacue un aliment vite préparé, vite fait. Eh bien, Gadiel, 4 bonnes raisons pour arrêter ce que vous appelez la malbouffe. Tout à fait. La malbouffe, on considère ici 2 côtés. Le premier côté, c'est ce que vous venez de dire, c'est la manière de manger. Il faut prendre du temps pour manger. Cela plaît à l'organisme. Cela permet de favoriser le métabolisme. Mais si on se presse, on évacue, cela n'est pas bon pour l'organisme. Et puis le second côté, c'est par rapport au contenu du plat, ce qu'on mange durant toute la journée. On l'a toujours dit, il y a des gens, tout ce qui tombe dans un plat, ils mangent. Tout ce qui tombe, ils mangent. Ils peuvent manger tout à l'heure autour d'une table
tout quoi. Est-ce que vous voyez un plat préparé et non préparé? Il peut quitter la viande pour prendre une glace. Voilà, on mélange des choses, saucisses par ici, bonbons, et puis après, on prend de l'eau glacée, on mélange tout. Cela n'est pas favorable au métabolisme au niveau de l'organisme. C'est pourquoi il y a 4 raisons. Il y a plusieurs raisons, mais 4 raisons pour arrêter la malbouffe. Parce que si vous continuez la malbouffe, cela va totalement chambouler le métabolisme. Et c'est une porte ouverte pour un certain nombre de pathologies. Eh bien, la malbouffe, à savoir les repas tout faits, et qu'on évacue trop rapidement, cela peut conduire à l'augmentation du cholestérol, cela peut être responsable de l'obésité, cela peut conduire également à la dépression et une fatigue chronique, notamment chez les jeunes, et cela peut nous également occasionner des problèmes de digestion. Gadia, ce que vous n'écrivez pas, c'est que c'est bien de manger dehors quand on est pressé, mais il faut quand même trouver le temps de s'asseoir chez soi à la maison, vous-même ou votre épouse, vous préparez, vous donnez le temps de manger. Tout à fait, c'est la meilleure façon de donner des aliments à son organisme. Bon, mais aujourd'hui avec le rythme de la vie, mais de temps en temps, je pense que ce serait bien de faire sa cuisine et de consommer les plats posément. C'est très bon pour la santé. Merci. Alors quand nous revenons à la page 2, une bonne alimentation bien équilibrée, cela également peut conduire, peut amener éventuellement à prévenir, voire limiter l'insuffisance cardiaque. Vous en parlez à la page 2. Insuffisance cardiaque, quelle alimentation, santé éducation nous recommande-t-il? L'insuffisance cardiaque, c'est récurrent mais très mal connu. La personne perd du poids, elle tousse, elle est faible, vous voyez, et elle respire difficilement. Donc, il y a un certain nombre de symptômes qui conduisent à cela. Et très souvent, cela peut aller à une catastrophe. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est quand, on va le dire simplement comme ceci, c'est quand le cœur n'a plus cette force, cette énergie, cette capacité de pomper le sang, de le propulser dans les différents circuits pour alimenter toutes les parties de l'organisme. Donc, quand on arrive à là, et il faut, avec ces symptômes, il faut aller rapidement consulter. Il faut aller voir un cardiologue pour une consultation et on peut sauver sa vie. Donc, maintenant, il y a des aliments. Il y a des aliments qui sont destinés à la santé du cœur. C'est ce que nous mettons dans cet article, c'est très important. Des aliments naturels simples que nous avons chez nous, qu'on peut consommer pour entretenir la santé du cœur. On va trouver en lisant ce petit article, mais ô combien intéressant, tout comme une bonne alimentation que vous nous recommandez pour prévenir éventuellement, voire limiter cette autre terrible, pour ne pas dire terrifiante maladie, c'est l'insuffisance rénale. Tout à fait, l'insuffisance rénale, on revient encore sur cela. Cette incapacité des reins de jouer leur rôle, d'éliminer les toxines et un certain nombre de substances qui ne doivent pas rester dans le sang. Et très souvent, si cela arrive, la tension s'élève. Souvent on a de la nausée, donc très souvent ceux qui sont des hypertendus, voire même des diabétiques, il faut aller en consultation pour qu'on vous fasse des analyses par rapport à la santé de vos reins. Et l'alimentation est très importante dans la santé des reins. Ici on parle de la limitation de la consommation de la viande et du sel. Bon, c'est clair. Surtout le sel, parce que la viande, c'est pas tout le temps qu'on mange cela, mais pourtant il y en a qui peuvent descendre toute une semaine plusieurs morceaux de viande, ce qu'on interdit. Mais le sel, vous savez, le sel, la consommation du sel dans nos communautés, c'est gravissime, c'est très 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 élevé. On met du sel dans toutes choses. Il y a des aliments qu'on ne doit pas saler, on les sale. Donc cela contribue à élever la tension et à agir sur la santé des reins. C'est très important, cet article, pour nous tous. Éviter de manger trop salé, de manger trop sucré, de manger trop gras. Trop gras.
Trop gras et trop de protéines, surtout au niveau de la viande rouge. Et notamment ceux et celles qui travaillent au bureau, qui s'adonnent à des grignotages aussi. Un article intéressant, la page 3, que nous permettons de leur recommander, même si par faute de temps, on ne peut pas épiloguer là-dessus. Merci à vous, Gadiel Tchok-Nyadji. Sans transition, nous continuons avec quelques articles sur des questions de proximité, certaines réalités socio-économiques. On va passer rapidement là-dessus. Golf Info qui écrit à la page de Togo: politique de développement, malgré les chiffres, la pauvreté demeure. Écrit Golf Info qui note quand même que avec un taux de croissance stabilisé autour de 5% depuis plus de 5 ans, et un produit intérieur brut en progression dans le même ordre, certes, mais ces bons résultats que salue Golf Info contrastent toutefois avec la persistance des inégalités, des disparités et surtout de la pauvreté. Hier, nous parlions de ces restaurants communautaires, ces repas chauds que l'ANADEB offre aux populations vraiment démunies dans les quartiers défavorisés qui continuent à faire beaucoup de polémiques. Ce que nous rappelle ici Golf Info, on fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore beaucoup de besoins sur le terrain. Autre réalité de proximité, c'est le confrère La Dépêche qui revient sur deux axes routiers dont nous parlons souvent ici. C'est le tronçon Adido-Gomé-Zanguera et le tronçon Adido-Gomé-Segbe. Et Golf Info, La Dépêche, parle d'un calvaire continu. Les véhicules qui sont vraiment torturés sur ces deux axes routiers, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Autre question de proximité, c'est vous, Joël Ega, votre journal Fraternité. Vous avez choisi de revenir sur une sorte de microfinance dont nous avons parlé ces 2-3 dernières semaines. La microfinance Lumen, à qui le gouvernement a retiré son agrément. Un liquidateur est nommé. Mais vous revenez, vous écrivez que vous mettez en cause le gouvernement qui est coupable de légèreté dans cette affaire, dans la mésaventure de Microfinance Lumen. Effectivement. Le gouvernement est coupable de légèreté parce que c'est à l'État de protéger les épargnants. C'est un rôle régalien de l'État et c'est en cela que l'État justement a mis en place un des départements du ministère, la CASIMEG, pour d'abord veiller à l'obtention de l'agrément et quelle gestion vous faites également de l'épargne que vous avez collectée auprès des Togolais ceux qui sont souvent dans ces microfinances, les Togolais de la plèbe, ceux qui n'ont personne, les sans visage, et ceux pour qui même le 500 francs qu'il a épargné représente toute sa vie, tout son trésor. Mais qu'est-ce que l'État a fait quand on a vu le Lumen descendre dans la dérive? D'abord, on dit qu'en mai 2018, on a fait une mission où on a vu que ce que Lumen a déclaré comme dépôt n'a rien à voir avec ce qui est effectivement sur les comptes. C'est-à-dire qu'un trou de près de on a déclaré, je crois, 600 millions, mais on trouve quelque chose autour du dizaine de millions. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un trou abyssal. On revient après, l'État dit, on les a alertés, on revient après, le trou continue toujours par s'enfoncer. Mais nous sommes demandé, mais pourquoi est-ce que déjà, quand l'État connaît même la moralité des deux responsables de cette institution, notamment le directeur général et le PCA, mais pourquoi est-ce que d'abord on a laissé ce monsieur prendre la tête de Lumen et pourquoi on laisse les deux fonctionner sous un agrément qui n'a jamais, c'est-à-dire que dans l'histoire de Lumen, il y avait un Lumen qui avait un agrément officiel, mais dont la gestion a été catastrophique, donc ils ont cédé. C'est-à-dire qu'ils ont déposé le bilan. Il y avait à côté Sichopé qui dit non, nous on peut reprendre en compte à la fois les passifs et les actifs de Lumen qui est décédé, et donc on s'est entendu avec un seul membre du conseil d'administration pour s'attribuer, enfin pour céder, obtenir la cession de l'agrément de Lumen. C'est-à-dire que c'est comme moi, je m'entends avec toi, comme tu as des problèmes, ok, donne-moi ton acte de naissance, je deviens Sas Gaou,
avec tout ton passif et ton... Est-ce que ça existe quelque part? Mais devant tout cela, l'État n'a pas tapé sur la table. On les a pas arrêtés. Et l'État était conscient. Mais ils ont continué pendant qu'on sait très bien que le patron de l'actuel Lumen était négativement illustré dans une ONG, d'abord c'était une association des paquets devenue microfinance, etc., qui était au niveau de Bossimé. On l'a laissé continuer. Et voilà, aujourd'hui, il y a des centaines de millions de pauvres Togolais qui est en souffrance, juste parce qu'on les a dirigés vers quelque chose qui, lumen en latin, c'est lumière, mais on les a dirigés plutôt vers le ténèbre, pendant que les Togolais croyaient que c'était de la lumière. Voilà, Fraternité qui accuse l'État par le biais du ministère de Finances de légèreté dans la mésaventure de Lumen. Cet article est important parce que beaucoup des millions de Togolais font confiance aux institutions de microfinance. Les Togolais épargnent difficilement ce qu'on appelle l'argent de la sueur dans ces institutions de microfinance. Il est du devoir de l'État de veiller, de jouer de la prévention pour arrêter les hémorragies avant qu'elles n'adviennent. Oui, mais faire de la prévention, mais être plus rigoureux dans le contrôle. C'est ce qui manque surtout dans ce pays, c'est le contrôle. Le contrôle est tellement laxiste que je ne sais si c'est des intérêts qu'on cache, mais quand vous voyez que quelqu'un met en jeu l'argent de la dame qui est celle qui vend des fruits ici là, elles ont combien de capital? Peut-être c'est avec 2000, 3000 a commencé son business et toute la famille vit de ça. Mais vous les voyez, on va faire le contrôle, se rend compte que la gestion n'est pas bonne. Pourquoi on les laisse et on ne tape pas directement sur du point de la on ne tape pas directement sur la table pour les arrêter. Donc il faut vraiment qu'on change d'abord la composition, quand on parle de la Casimec, il faut qu'on l'élève en instance de contrôle et lui donner des pouvoirs plus coercitifs et plus rapides. Merci. Juste pour terminer, rappeler que le gouvernement a tout de même nommé un liquidateur qui va gérer cette affaire-là avec l'espoir que les épargnants rentreront le plus tôt possible et au maximum dans leurs droits. Maintenant, la campagne électorale que nous abordons aujourd'hui, chapitre numéro 1, le côté sécurité. Nous savons tous que le gouvernement a mis en place la FOSEP, Force spéciale élection présidentielle 2020, composée d'une dizaine de milliers de gendarmes et de policiers. Et la FOSEP même qui publie des communiqués au jour le jour depuis que la campagne est officiellement lancée. Aujourd'hui, la lanterne écrit scrutin présidentiel 2020, mention spéciale à la FOSEP. Et pour la lanterne, le comportement de ce corps sous le haut commandement du général Yark force l'admiration. Autre journal qui se montre admiratif, c'est, si je me retrouve dans mes papiers, le journal L'Éveil de la Nation, qui salue aussi le travail de la FOSEP. Et puis, comme un grain de sable, l'ANC qui a tenu une conférence de presse hier, chers confrères, vous y avez été, ou du moins vous avez les éléments, l'ANC qui se plaint que ces meetings ont été perturbés à Gando, dans la préfecture de Loti Sud, dans la préfecture de Bassar et puis à Sotouboua, et l'ANC qui se plaint que des individus portant des effigies du parti uni sont venus perturber leur meeting et que les éléments de la FOSEP qui étaient sur les lieux n'ont rien fait pour empêcher ces fauteurs de troubles et que ces meetings ont été sérieusement mis à mal dans ces localités. Voilà le petit grain de sable qui vient enrayer cette belle machine de la FOSEP que nous saluons depuis que la campagne est lancée. Joachim? Non, c'est quand même dommage qu'on voit de telles choses parce que les moments de campagne, ça devait être des moments de fête entre les Togolais où chaque citoyen va aller accomplir son devoir civique ou bien à être dans la campagne. Tout le monde est libre quand même de vanter les mérites de son programme de société. Mais bon, ces grains de sable, c'est des couacs que la FOSEP et puis son commandant, le colonel Amanan, doivent essayer d'enrayer tout ça là avec les autorités et aussi les autorités politiques
les acteurs plutôt politiques qui sont sur le terrain doivent tout faire pour essayer de prendre langue avec les responsables ou bien les autorités dans le Togo profond pour que ces phénomènes-là soient enrayés, parce que ça n'augure rien de bon. Nous sommes dans des périodes très sensibles déjà. Et le Patrick Lawson, un des dirigeants de l'ANC, qui disait ce matin, j'oublie sur une radio, que désormais l'ANC va répondre du tac au tac. Ça n'augure rien de bon. Il va falloir que les acteurs politiques sensibilisent beaucoup plus les militants pour apaiser la situation, parce que nous sommes dans des moments sensibles, et puis une déflagration ne va rien donner de meilleur. Merci Joël Lega. L'ANC hier a exhibé ces éléments de preuve. Comment sa campagne a été perturbée à Gando, à Bassa, à Sotoboua, je crois aussi un peu à Kara. L'ANC exhibe ses preuves, et pour l'essentiel, on constate que le candidat de ce parti a été empêché par des individus dont certains portent des t-shirts à l'effigie de UNIR et de son candidat. Et puis sur ces éléments exhibés par l'ANC, on voit également les éléments de la FOSEP, mais qui ne se gênaient autrement pour recadrer les perturbateurs. C'est ce que on peut dire que l'ANC se plaint et accuse notamment la CENI et la FOSEP. Oui, mais moi je voudrais d'abord parler du paradoxe, et parce que l'ANC a toujours été l'adversaire préféré de UNIR, et on s'étonne que des éléments du UNIR aillent dans déranger l'ANC, à moins que ce soit une entente entre eux juste pour augmenter un peu la cote de l'ANC. Bon, mais est-il que quand on sort du paradoxe et que c'est vraiment une provocation, jusque-là, UNIR n'a pas démenti. Et ça fait la énième fois que dans la campagne électorale, moi j'étais proche d'un parti où très souvent vous allez au nord, UNIR est toujours dérangé, UNIR est toujours dans la provocation. Et quand vous dénoncez, ils ne disent rien. Je suis sûr que ils sont en train d'écouter cette émission et ils vont s'appliquer à un exercice de dénonciation factice, etc. On le connaît. Mais l'autre élément, c'est que c'est UNIR qui crie le plus à la non-violence. C'est du côté UNIR qu'on crie le plus à la non-violence, mais c'est toujours eux qui sont réfractaires aux critiques, aux observations. Et quand vous leur faites la moindre remarque, c'est les nerfs. Et bien, on a l'impression que ils ont la violence sur les lèvres, mais ils ont la non-violence sur les lèvres, mais c'est là, tout leur esprit est violent. Tout leur esprit est violent, et c'est regrettable que même les instances qui contrôlent, enfin, le bon déroulement d'abord la FOSEP n'a rien dit, même sur les médias, même on va jusqu'à attaquer. Quand Fonya Singh dit par exemple que du fait quand Monseigneur Kodjo Amen Aidem Kodjo a utilisé les emblèmes dans les églises, Agbeme, excuse-moi, Agbeme Kodjo, il finit par dire que non, que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. C'est de la provocation, oui ou non? C'est de la provocation. Mais moi, je ne sais pas pourquoi le parti bleu arc-en-ciel, je suis même un peu dans le bleu dans leur couleur, mais pourquoi le parti bleu turquoise n'arrive pas à discipliner l'esprit de ses militants, et on est toujours réfractaire à la moindre critique. Oui, Joachim Loko, il y a quand même un contraste. Quand vous écoutez le message du candidat Fonya Singbe, c'est humilité, accès libre à tous les candidats au territoire, respect des candidats. C'est ce que Fonya Singbe dit depuis que la campagne est ouverte. Mais les faits que dénonce l'ANC, on peut les attribuer à des gens qui portent quand même sur les éléments de preuve des t-shirts à l'effigie du candidat de UNI et de l'ANC, et surtout que les éléments de la FOSEP laissent faire. Non, mais pour les éléments de la FOSEP, je pense quand même que c'est paradoxal, parce que hier on a signalé un incident, il me semble, dans la région de Togoville avec le candidat Agbeome de la dynamique Bodjoro, où les activistes même de Agbeome ont salué la promptitude avec laquelle la FOSEP a réagi. Donc à Sotoboua ou bien à Dapa, on ne sait pas ce qui s'est passé. De toutes les façons, le candidat bleu, le candidat uni, est en train de professer la non-violence. Je pense quand même que
les acteurs politiques doivent sensibiliser les militants. Il y a toujours les brebis galeuses, hein. Dans tous les rangs, il y a toujours les brebis galeuses. Ça fait trop de brebis galeuses. Il y a toujours les brebis galeuses. On donne les consignes. On donne les consignes, mais ces consignes-là ne sont pas respectées. Je pense quand même que l'autorité étant à l'écoute du peuple, l'autorité a écouté. Je pense quand même que les consignes vont être données pour sensibiliser, mais mieux discipliner les partisans pour que ceux-là ne versent plus dans la violence. Cette élection présidentielle, nous la voulons vraiment transparente, crédible et apaisée. Beaucoup de bonne volonté insistent sur le déroulement apaisé de l'élection. Joël Ega rappelait tantôt ce message-là du candidat uni. Tous les candidats parlent d'apaisement. Il y a également les bonnes volontés qui nous accompagnent. Il y a aussi les associations qui professent ce langage-là, ce comportement de déroulement apaisé de l'élection. Et nous apprenons que incessamment va se tenir un forum justement sur la violence option 0 dans cette élection présidentielle. Nous avons à nos côtés ici un invité pour nous en parler, Monsieur Digbanjoa Kamfitine. Bonjour. Bonjour Sas. Eh bien, vous êtes le secrétaire général du mouvement qui s'appelle MJPP, ce qui veut dire Mouvement des jeunes promoteurs de la paix. Eh bien, Mouvement des jeunes promoteurs de la paix. Nous avons appris que vous organisez cette semaine un forum pour sensibiliser l'opinion sur la non-violence dans cette élection. Bien effectivement, et le forum se tient le jeudi et le vendredi, le 13 et le 14 au Palais des Congrès à partir de 8h. Demain, jeudi et vendredi, c'est à partir de 8h, ce forum, donc qui va se tenir sur 2 jours, ce sera où ? Ce sera au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Alors, qui est-ce que vous invitez à ce forum-là ? Et donc, à ce forum sont attendus les jeunes, les étudiants, les entrepreneurs et les élèves. Les jeunes, les entrepreneurs, les élèves. Et quels sont les organisateurs de ce forum ? Le forum est organisé par la MJPP ou le MJPP en collaboration avec la CNJ. Le Conseil national de la jeunesse. Plutôt le CNJ. Eh bien, quels sont les thèmes que vous allez développer devant ces jeunes-là durant les 2 jours ? Eh bon, nous allons dire que le forum de la jeunesse pour la paix, c'est 3 panels d'abord. 4 ateliers et ensuite des résolutions et des recommandations. Pour aller plus en détail, nous aurons des panels sur l'entrepreneuriat parce que nous partons du constat où la thématique c'est violence option 0, construire un Togo pacifique et prospère. Nous n'allons pas parler de pacificité sans parler d'avenir et de prospérité. Voilà pourquoi nous aurons un panel entrepreneurial où nous devrons parler de comment devenir un entrepreneur d'influence. Nous aurons un panel sur la jeunesse, un repanel de la jeunesse qui est intitulé « La partition d'une jeunesse novatrice et égale pour un Togo pacifique » où les jeunes devront voir quelle est leur part, leur rôle en vue de pouvoir maintenir cette période assez tendue, qu'elle soit apaisée pour que nous puissions préserver les acquis que nous avions et préserver le bien commun qui est la paix. Nous aurons également un panel des ambassadrices de la paix. Je tiens à rappeler que le mouvement des jeunes promoteurs de la paix avait organisé il y a tout récemment un concours des ambassadrices de la paix. Et donc ces ambassadrices de la paix, nous aurons à voir un peu ce qu'elles ont eu comme bagage, ce qu'elles ont eu comme formation, ce qu'elles ont rencontré sur le terrain. Il y a des ambassadrices, des promotrices et des médiatrices de la paix. Donc elles auront à nous entretenir sur le développement culturel et la consolidation de la paix. Tout ça, c'est le premier jour, ça. Et le second jour ? Et le second jour, comme je le disais tantôt, nous aurons 4 ateliers. D'abord, un atelier qui vise les leaders, les présidents et les responsables d'organisations de jeunes. Lors de cet atelier, je précise que au cours des ateliers, seront rédigées des résolutions et des recommandations. Les résolutions, parce qu'en tant que jeunes, nous voulons un certain idéal. Nous voulons certaines choses. Donc, il faudrait qu'au sortir, que nous ayons une vision commune de cette paix et de cette prospérité que nous voulons. Voilà pourquoi il y aura des résolutions. Des recommandations aussi parce que nous voulons la paix, nous voulons la prospérité, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs de cette paix et de cette prospérité. Donc il faudrait que des recommandations soient adressées à qui de droit, pouvoir public, organismes internationaux, afin de pouvoir nous y aider. Revenons donc aux ateliers. Donc l'atelier des leaders, présidents, responsables d'organisations de jeunes
va se baser sur la responsabilité sociale et la promotion des valeurs citoyennes. Quelle jeunesse pour quel développement? Nous aurons le second atelier qui est la conférence des femmes leaders. Et là, nous aurons à parler du rôle des jeunes femmes leaders pour la construction d'un Togo nouveau, uni, réconcilié et pacifique. Les futures mères de l'Épervier auront un peu à donner leurs notions sur ces thématiques-là, afin d'en tirer le maximum de résolutions et recommandations. Nous avons une place de choix pour les jeunes entrepreneurs, pour la prospérité du Togo. Et donc, quelle est la contribution des chefs d'entreprise à la culture de la paix? Les jeunes entrepreneurs auront à nous édifier par rapport à cela au travers de leurs résolutions et recommandations. Et pour finir, le 4e atelier va s'atteler autour des jeunes élèves et étudiants et est intitulé « La responsabilité des jeunes dans la promotion de la culture et de la paix ». Et bien évidemment, nous ne pouvons pas parler de culture et de la paix en étant affamés. Donc ce sera aussi l'occasion de pouvoir créer avec les modérateurs du jour un canal ou un canevas permettant aux jeunes étudiants qui seront présents avec leur curriculum vitae bien sûr de pouvoir créer une sorte de réseautage avec les modérateurs comme je le disais tantôt, EMEA Manpower Service en l'occurrence, pour leur permettre déjà de se vendre et d'être appelés par la suite. Je rappelle que nous allions la pacificité et la prospérité du Togo. Merci. Je retiens pour l'essentiel que votre affamé n'a point d'oreille. Donc, vous voulez amener les jeunes à se procurer eux-mêmes leur pain. Et je retiens également que l'oisiveté étant la mère de tous les vices, vous voulez inviter les jeunes à se prendre en charge dans ce forum qui va durer 2 jours et dont le thème, encore une fois, est violence option 0. C'est bien ce forum qui va se tenir à Lomé pendant que, cher ami Dick, vous venez d'apprendre que un candidat se plaint que ses activités sont perturbées sur le terrain. Ce sont des actes de violence exercés contre ce candidat-là. Alors vous, jeunes, qui allez en guerre contre la violence, qu'avez-vous à nous dire là-dessus? C'est un peu complexe pour que je puisse décrypter cette situation. Mais tout ce que moi j'ai à dire, c'est que nous prenons la paix et nous prenons la préservation de l'acquis national. Nous prenons la citoyenneté. Et donc, dans cet état de fait, il faudrait que chaque acteur prenne conscience de sa partition. Il faudrait que nous soyons sincères vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la nation. Donc, je ne peux qu'appeler à l'éveil du patriotisme. Merci. Bien, la campagne a commencé. Nous en saluons le développement pacifique. L'ANC qui se plaint et qui accuse. On peut gager que et la CENI et la FOSEP vont prendre les dispositions que ni l'ANC ni aucun autre candidat n'ait plus à se plaindre des perturbations qui surviendraient à ces activités politiques. Justement, la campagne, comment est-ce qu'elle se passe? Qu'est-ce que les journaux en écrivent? Commençons par la dépêche, qui à la page 6 titre « Les 6 candidats de l'opposition s'avouent inébranlables ». Les 6 candidats de l'opposition s'avouent inébranlables. Ça, c'est le titre de la dépêche. Autre journal, c'est la manchette. La manchette, d'abord, à sa une, qui écrit présidentielle 2020, a dit le PSR est senti du peuple poursuivre leur programme. Toujours la manchette, cette fois-ci à la page 4, qui parle du candidat Tchassona, avec cette citation, Tchassona qui dit, citation, le MCD rêve d'un véritable changement au profit de tous. C'est l'un des slogans de Maître Tchassona qui est candidat à l'élection présidentielle. Le Magnan libéré à la une, lui titre « Du Grand Nord jusqu'au plateau, le candidat Faure Gnassingbé mobilise et emballe la confiance des peuples ». Le même, le Magnan libéré qui parle aussi de notre candidat, Maître Tchassona du MCD et les grands axes de son projet de société. Je reviens à la manchette qui cette fois-ci à la page 5 nous parle d'un autre candidat, Jean-Pierre Fabre, qui dit « Je suis le meilleur ». C'est la citation de Fabre que la manchette retient. Le même manchette qui parle cette fois-ci du candidat Agboyome Kodjo,
qui a déclaré, je cite, « Je n'ai jamais tremblé, nous ramènerons la victoire » Dixis Agboyome Kodjo. Avant d'aller plus loin, voilà quelques articles de journaux, enfin quelques articles que vos journaux consacrent aux candidats, aussi candidats l'opposition. Joachim Loko, sur la campagne et les messages que véhiculent les candidats de l'opposition. Bon, ici, les messages que véhiculent les candidats. Bon, je voudrais faire une observation, et là, nous avons eu à le dire. Des 6 candidats de l'opposition, il y a 2 qui émergent, c'est-à-dire Agboyome et Kodjo, de la dynamique Boudrou, et le candidat de l'ANC, l'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Et c'est eux qui sont en train, ils sont en train de quadriller ou bien de faire le porte-à-porte, parce que les candidats estiment que maintenant le porte-à-porte porte beaucoup plus que des gros meetings où on fait de l'import-export. Cette année, justement, les candidats comme Fabre, Faure et Agboyome, ils animent plutôt de grands meetings. Ils animent de grands meetings, mais tout est les tenants ou bien les tenants de leur parti ont quadrillé tous les quartiers où chaque militant dans son quartier est en train de produire un travail inébranlable, un travail le porte-à-porte où on vante les mérites du candidat, on déroule le programme de société du candidat, et donc c'est les deux là, Agboyome et Fabre, qu'on voit beaucoup plus sur le terrain. Après Agboyome, le candidat Tchassona Traoré, Gogué, bon, c'est vrai, j'aurais appris que, que le candidat Tchassona a animé un meeting où bien il a parlé aux jeunes. Le candidat Oulu était à Agoué, Assiyé, où il a parlé aux femmes du marché. Et donc, à part ça, là, c'est, en quelque sorte, ce ne sont pas de grandes actions d'éclat qu'on remarque, c'est de petites actions où ces candidats-là, je ne sais pas si ces candidats-là n'ont pas véritablement de moyens, ou bien ces candidats-là sont des moteurs diesel, c'est-à-dire ils commencent petitement, si le mot existe, et après, ils atteignent la vitesse de croisière, ou bien dans les derniers jours, ils vont essayer de mettre toutes leurs forces dans la balance. Mais ce qu'on remarque du côté de l'opposition, c'est 2 candidats, Agboyome Kodjo et Fabre. Justement, vous parlez de ces candidats-là à la page 6 de votre journal. Quand Dounia a écrit, Jean-Pierre Fabre qui a déclaré « Je suis le candidat qui incarne le mieux l'opposition ». De son côté, dans les rangs d'Agboyome, vous écrivez que la population des préfectures des Lacs et Yoto, sous le charme du candidat Agboyome Kodjo. Passons maintenant à un autre candidat, ou plutôt à un autre journal. Joël Lega, votre journal Fraternité, vous parlez vous aussi du candidat Agboyome. À la page 4, je lis Agboyome Kodjo, un programme tourné vers l'humain. C'est ce que vous trouvez dans la campagne et les messages du candidat Agboyome. Oui, nous trouvons que l'essentiel de son programme est tourné vers l'humain, et Agboyome appréhende si bien les besoins des Togolais. C'est-à-dire, le Togolais n'a pas besoin qu'on lui promette des yachts sur l'océan, ou bien qu'on lui promette des fusées, ou tout ce qu'on raconte de façon irréaliste des autres côtés pour que le Togolais vous suive. Nous félicitons le fait que Agboyome tient un langage accessible à tout le monde. Il fait des offres qui sont assez réalistes. Quand on dit par exemple qu'on va réduire comment l'appelle-t-on, le prix de le coût de délivrance de la carte d'identité, je crois que ça ne créera pas un tsunami dans l'économie togolaise. Et il y a des taxes et autres là qu'on va réduire. Ce n'est pas impossible, hein? Et ce n'est que de la volonté. Mais nous savons que on ne connaît pas l'issue d'abord des élections, mais ce qui a le mérite qu'il y a dans ce que Agboyome fait, c'est que on sait que UNIR est très fort dans les photocopies, dans la récupération des propositions et des critiques qui lui sont faites. Mais seulement que nous demandons si éventuellement ils arrivent à faire leur coup KO
et ce qui n'est pas encore garanti d'ailleurs, si éventuellement ils avaient fait leur coup au soir du 22 février, qu'au moins ils appliquent ça, parce que si déjà Faure Gnassingbé promet que la santé sera meilleure, etc., les gens sont perplexes, parce qu'on sait très bien que ces promesses sont, comme nous l'avons dit dans notre parution, ces promesses ne tiennent que sur le fil, et aussitôt l'épreuve électorale passée, bon, c'est bon. Le mandat social, on sait ce que ça a donné. Et je voudrais profiter même pour parler de la campagne en général où, comme Joachim l'a dit, contrairement un peu à ce qu'il a dit, moi je trouve qu'il y a deux catégories de candidats. Il y a les compétiteurs qui sont, à part Faure Gnassingbé, les deux de l'opposition dont il a parlé, Fabre et Agbeomé, qui sont vraiment des compétiteurs. Ils ont déjà à leur actif au moins une vingtaine de localités en 3-4 jours de campagne. Pendant que les autres sont des accompagnateurs. Ils apparaissent, ils jouent ce qu'on appelle communément les jeux de lumière. Ils apparaissent, ils s'éteignent, ils apparaissent, puis ils disparaissent. Vous parlez des candidats comme Dr Koissan, Aimé Gogué, Maître oui, tout le reste, et c'est regrettable. Ça, ce sont des dispersions de voix pour l'opposition. Ce sont des dispersions de voix pour l'opposition. Et ici, qu'on se rend compte que ils font plus dans le business politique que de faire une réelle compétition politique. Merci, ces candidats apprécieront, mais revenons à d'autres journaux comme le Libéral qui trouve que l'opposition est très peu visible durant la campagne. De l'autre côté, le même Libéral parle de bataille électorale, les cadres unis dans les coins et recoins du pays. C'est vrai que pratiquement chaque cadre va dans sa localité pour mobiliser. Et quand le candidat arrive, c'est plutôt le couronnement de la campagne par apothéose dans les localités. Togo Matin, lui, titre reconnaissant qu'il y a encore des choses à faire, Faure Gnassingbé fera davantage pour le Togo. Autre journal, c'est Le Messager qui nous donne les échos de la campagne et qui trouve que la mobilisation ne fléchit pas autour du candidat Faure Gnassingbé. Autre journal, c'est Le Mania Libéré qui écrivait, nous l'avons dit tantôt, du Grand Nord jusqu'à la reine des plateaux, le candidat Faure Gnassingbé mobilise et emballe la confiance des populations. L'éveil de la nation, pour sa part, nous transporte dans les localités de Kougnou et de Badou, qui sont ces localités toutes unies derrière Faure Gnassingbé. Trouve l'évêque de la nation qui écrit également que pour la victoire de Faure Gnassingbé, Noël de Pouken qui déploie la grosse artillerie dans le nord du Togo. La dépêche nous donne même une révélation, la dépêche qui écrit révélation d'un imam à Niamtougou, l'imam qui aurait déclaré Dieu a déjà voté pour Faure Gnassingbé. On parlait des chrétiens, on vient de trouver un imam aussi. Et Joachim, votre journal aussi, vous ramassez tout ça et vous écrivez que sur les 7 candidats, 3 se détachent du lot, vous l'avez dit, et vous trouvez que Faure Gnassingbé est le grand favori de cette élection. Oui, Faure est le grand favori de cette élection. Pourquoi nous le disons? C'est-à-dire son bilan et puis la division de l'opposition. Vous savez que le talon d'Achille de l'opposition, c'est cette division-là. C'est-à-dire que Monseigneur Poduro, qui est en train de se jeter avec force dans la bataille, aurait aimé que on choisisse un seul candidat, puisque déjà dans les rangs de UNI, on parle du coup KO. Et quand on parle du coup KO, étant donné que la machine électorale de UNI est très huilée, et donc ça craint fort dans les milieux de l'opposition. Et donc à cela, ça s'ajoute encore le bilan évocateur du chef de l'État. Vous savez que tout n'a pas été fait, mais sur le plan économique, vous savez, les agences de notation de la Banque mondiale applaudissent le Togo. C'est-à-dire la croissance du Togo est constante depuis quelques années. Ça tourne autour de 5%. Et ça pèse dans la balance. Et aussi dans le domaine des infrastructures. Le président a eu quand même, quand on vient maintenant à Lomé, avant où il y avait les routes étaient jonchées de nids d'Autriche,
Denis d'Autriche, maintenant ce n'est plus ça. Les routes poussent quand même, ou bien dans les milieux reculés, il y a les pistes qui sont tracées. Donc tout ça là, ça pèse dans la balance du chef de l'État. Et aussi il y a quelque chose que nous oublions. Et les partisans de UNI sont en train de surfer sur ça. C'est-à-dire que la sécurité dont jouit le Togo. Vous savez que les djihadistes sont un peu partout autour de nous, mais au Togo, Dieu merci, nous vivons dans cette sécurité-là. Il faut vivre l'insécurité, aller vivre ce qui se passe au Burkina, vivre ce qui se passe au Niger, vivre ce qui se passe au Mali pour s'en rendre compte que la sécurité est primordiale, mais les forces de sécurité togolaises veillent quand même au grain. Et tout ça là, ça c'est à l'actif de l'actuel chef de l'État. Vous parlez du bilan le bilan de Faure Gnassingbé. Lui-même, il en parle. Oui, et il y a quand même cette humilité. Non, je ne suis pas porte-parole. Vous aurez la parole. Je suis un journaliste. Pour dire que je suis un journaliste et moi je constate des faits. Je constate aussi que Faure Gnassingbé lui-même fait campagne sur son bilan, mais il y a quand même l'humilité de reconnaître qu'il n'a pas tout fait. Il n'a pas tout fait. C'est pourquoi il demande un 4e mandat pour consolider les acquis. Sauf Joachim Leque, c'est justement sur son bilan que ses opposants tapent le plus. Et même un journal comme Fraternité écrit aujourd'hui, après 15 ans de dilatoire, Faure Gnassingbé s'abstient de promesses électorales pour dire que pendant que Faure Gnassingbé lui-même vante son bilan, ses opposants trouvent que ce bilan est plutôt négatif. Non, mais les opposants sont dans leur rôle, puisque il y a le fauteuil présidentiel que tout le monde convoite, et donc ils sont obligés d'aller dans ce sens pour montrer que Faure n'a rien fait. Ils sont dans leur rôle. Et c'est ça même la politique. Alors que Faure a un bilan qu'il défend, un bilan bilan positif. Il faut lâcher le mot. Oui, donc un bilan positif. Oui, lâche le mot. Pendant que pour être libre. Dunia trouve que le bilan de Faure Gnassingbé est positif, Joël et gars, le bilan est parlant. Oui, mais Joël, vous trouvez que ce n'est que 15 ans de dilatoire. Oui, 15 ans de dilatoire. 15 ans de dilatoire, rien de plus. Mais nous n'avons pas contacté, peut-être ils ont voulu apporter de l'eau à notre moulin quand plusieurs fois nous avons pris les chiffres d'une institution de l'État, l'INSED, qui révèle que la pauvreté a augmenté à Lomé. Ça, c'est depuis 2016. Et vous allez dans le quartier Avedi, c'est un confrère qui nous confiait la fois dernière, les gens se contentent comment vous l'appelez, sokoumé, comme on parle là, avec du piment écrasé. C'est-à-dire que un planton de l'État se contente de ça avec sa famille. La pauvreté a augmenté à Lomé. Joël, on pourrait vous dire, c'est vrai qu'il y a des poches de pauvreté, mais on ne peut pas passer les 15 ans de Faure Gnassingbé justement à un ménage qui ne mangerait pas. Non, mais à quel ménage? Non, attends, aujourd'hui, moi je parle. On écoute Joël. Non, attends. Oui, Joël, allez-y. Mon frère. Joël, allez-y. À part les routes que nous applaudissons, bon, ça c'est acceptable. On a fait les routes où les localités sont aujourd'hui desservies. Non, c'est pas rien. Non, excuse-moi. Ce qui est illustrateur du bien-être des citoyens, c'est quand tu rentres dans la ville, comment les gens sont. Mais aujourd'hui, dans la circulation c'est les invectives qui font la règle. C'est les effectifs qui font la règle. Vous allez devant, vous allez même au CASEF, allez voir comment le fonctionnaire qui nous représente, d'ailleurs que c'est qu'en 2000 agents sur les 7 millions que nous sommes, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils prennent comme plat à midi. Mais au même moment, vous avez des gens qui sont carrément dans l'insolence. On nous disait la fois dernière qu'il y a un baron qui a accueilli ses amis de la diaspora, qui ont dit, elle se permet de dire, oh non, que le champagne n'est plus glacé. On verse ça dans les pots de fleurs et on sort de champagne. Les gens sont. Vous parlez de faits réels. Quelqu'un était à cette invitation, nous a rapporté. Moi, je raconte jamais des histoires. On verse le champagne dans les fleurs parce on verse le champagne dans les pots de fleurs juste pour. Mais mais quand vous avez perdu l'humain. C'est ça le problème. Parce que même quand Faure Gnassingbé rempile pour un 4e mandat, qu'est-ce qu'il fait de sa liberté? Qu'est-ce qu'il veut? Quand en 15 ans, vous n'avez pas pu améliorer le quotidien des Togolais, les classements internationaux nous ont révélé. Nous en avons largement parlé ici. Le bien-être.
le développement humain. Le Togo est toujours au fond. Donc, faut pas qu'on nous dise que le bilan est positif. Nous disons les routes, d'accord, on en a fait, mais l'inclusion économique reste toujours à la traîne. Merci. Et s'il te plaît, je voudrais finir pour dire le PUDC, quels sont les acquis du PUDC? Si aujourd'hui on demande à ANADEB de créer des restaurants communautaires où on donne aux gens à manger, on donne aux gens à manger, on les invite à manger un seul jour, ils rentrent. Et les autres jours, ils vont faire quoi? Aujourd'hui, on fait le transfert monétaire, on envoie 155 francs à un foyer. 155 francs à toute une famille. Je crois que c'est 5 000 francs CFA le mois. Au ménage. 5 000 francs CFA le mois, ça fait combien? Ça fait 155 francs par jour. Ça fait 155 francs par jour. Mais quand on va devant les partenaires pour obtenir de financement, et ça, c'est 5 000 francs, vous savez combien on dépense pour aller amener ces 5 000 francs à ces pauvres? Merci. Mais la pauvreté. Le bilan de Fort Gnassingbé est analysé chacun à l'aune de son appréciation. Et pour terminer avec la revue de presse, la lanterne écrit: quand les opposants favorisent la réélection de Fort pour après pleurnicher en criant au vol. Il est 12 heures. Nous avons déjà grignoté quelques minutes sur le temps des antennes, sur le temps des auditeurs. Nous allons maintenant vous passer la parole, le temps que nous saluons juste ceux qui nous accompagnent dans cette émission. 93.5 Canal FM. Eh bien, à nos côtés, Joël Lega de Fraternité, Joachim Loko de Dunia Le Monde, Gadia Tchonyandi de Santé et Éducation et notre ami Digbanjo à Camfitine, qui nous a parlé de ce forum qui s'ouvre demain et vendredi pour nous parler de la paix dans ce processus électoral. Maintenant, la parole est à vous. Le premier auditeur en ligne, c'est Monsieur Kofi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sass. Oui. Alors? Oui, nous vous écoutons, Monsieur Kofi. Oui, bonjour, Monsieur Sass. Bonjour. Oui, et le serviteur? Ah, comme vous nous écoutez. Oui, Dieu merci. Non, moi je dis que pourquoi Monsieur Joël Lega, moi je pense qu'il avait passé à côté d'une élection pour être dans la CONAP ou bien quoi là. À cause de ça, il peint l'affaire du président. Qu'est-ce qui fait que notre ami est parti? Vous savez, on dit tout au club de la presse, seulement un peu plus de courtoisie. Et encore une fois, les confrères dont nous saluons la fidélité au club de la presse, ils prennent déjà beaucoup de risques pour partager les commentaires. Prière, ne pas s'en prendre à leur personne, mais ajouter, pourquoi pas critiquer leur développement. Monsieur Kossi, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je voulais intervenir par rapport au votre débat. Oui. Bon, on parle du bilan de Fort. Je vois, il y a un journaliste qui parle du bilan négatif. Bien sûr, chacun a dit Fort a son bilan positif et son négatif. Mais je préfère que les journalistes, en faisant leur bilan, en faisant leur débat, qu'ils sachent que Fort a fait quelque chose de bon, qu'ils disent ça au moins. Chaque fois, ils disent toujours de mauvais du sport. Cher ami Kossi, vous avez écouté le confrère Joachim qui a trouvé que le bilan est bon et que Joël trouve que c'est pas bon. Bon, moi je dis par exemple, vous savez, actuellement en Afrique, quand on parle des cours là, et vous savez que les cours là, c'est seulement le Togo qui est. Bon, cher ami Kossi, comment jugez-vous, personnellement, le bilan des 15 ans de Fort? Il a fait quelque chose de bon, il y a quelque chose de mauvais. Merci. On dit les deux à la fois. Merci beaucoup. Donc, laissons chaque Togolais apprécier le bilan du président sortant. Monsieur Kodjo, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je salue vos invités. Oui, nous vous saluons aussi. Je voudrais poser une question à votre confrère Joël Lega. Oui, allez-y. Il nous dit que l'opposition est en train d'émietter ses voix. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Si l'opposition va en rang dispersé, je pense que ça va plutôt élever le taux de participation. Si vous obligez les gens à faire une candidature unique, supposons que à l'ANC, c'est 100 personnes qui allons voter pour l'ANC. Vous obligez les gens à avoir une candidature unique. Peut-être que entre ces 100 personnes et 5 personnes ne seront pas contents pour cette candidature unique et ne vont pas aller voter. Alors que si leur champion y va,
ces 100 personnes vont aller voter et c'est ça qui va faire élever le taux de participation. Donc, l'ami Kodjo, vous trouvez que 6 candidats de l'opposition en face de Faure Gnassingbé, c'est une bonne chose pour vous? À la fin, on va comptabiliser les voix de ces 6. Si ça dépasse 50%, on va au second tour. C'est simple. Ah non, monsieur Kodjo, attention, oui? C'est chacun des 6 candidats de l'opposition qui aura son score. Hein. On ne va pas additionner les voix des opposants et comparer à celles de Faure. Non, je ne crois pas. Non, monsieur Kodjo, lisez bien le code électoral. Chaque candidat de l'opposition aura son score individuellement. Du moment où monsieur Faure Gnassingbé n'atteint pas 50%, automatiquement, on va au second tour. Non. Bon, ça, non, moi, j'apprécie enfin son effort de voir la chose de sa façon. Seulement qu'il faut excuser les gens quand ils sont en erreur. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que quel que soit les développements que nous allons faire, il y a la nature qui nous donne une très belle leçon. Je veux parler des fourmis et des abeilles. Les fourmis et les abeilles nous ont toujours montré que c'est quand vous êtes unis que vous pouvez réaliser l'impossible. Et dans le monde humain, nous avons les États-Unis, nous avons les États qui sont des fédérés, etc. Nous voyons comment Merci encore une fois. Mais là où M. Kodjo peut avoir raison, si d'aventure aucun candidat n'a pas 50%, au soir du 22 février, on sera alors amené à éventuellement à un second tour. Mais tout ça là, c'est à voir. Madame Ahwefa, bonjour. Bonjour, Sas. Bonjour le plateau. Je suis heureux d'avoir une femme aujourd'hui. Merci à tout le monde. J'ai l'habitude de vous écouter et je n'arrive jamais à vous joindre. Aujourd'hui, vous l'avez fait. J'ai eu l'opportunité. Je vais quand même profiter de cet instant pour vous remercier pour ce que vous faites déjà sur le plateau. Et je veux quand même parler du candidat Faure Gnassingbé. Allez-y. Aujourd'hui, chacun a son point de vue. D'accord? On ne peut pas dire que le bilan de Faure Gnassingbé est tout à fait négatif. En 15 ans, c'est vrai, c'est beaucoup. Il a fait des choses qu'on peut quand même apprécier. De la même façon, quel que soit le candidat qui va se positionner par rapport à ces élections, aucun des candidats ne peut quand même évacuer tout son planning qu'il nous a proposé. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, tout le monde critique Faure Gnassingbé parce qu'il a fait 15 ans. Personne n'est parfait, c'est ce que je tiens à vous dire. Merci. Personne n'est parfait. Et chacun va essayer à sa manière de nous présenter son planning et on verra par la suite ce qui va se passer. Merci. D'accord, je tiens à vous remercier, mais quand même que le meilleur gagne et que la campagne nous apporte quelque chose de bien. Naturellement. Oui, j'ai une anecdote à vous raconter. Rapidement, madame. Vous savez, oui, rapidement. Je revenais du service et je voyais ma petite fille qui est en train de pleurer et je demandais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe. Et ma bonne me dit, on était au marché aujourd'hui et certaines personnes disaient que Faure Gnassingbé, cette année, il ne va pas gagner. Elle a commencé par pleurer. Ah bon? Personne n'a dit au marché que Faure Gnassingbé ne gagnerait pas et votre fille. Elle a commencé par pleurer. Dommage qu'elle est mineure, sinon elle pourrait ajouter sa voix à celui qui semble être son candidat favori. Oui, merci. Donc c'est un appel qui est lancé à Faure Gnassingbé, que même les mineurs, malgré qu'ils sont mineurs, il y a qui l'apprécient. Merci beaucoup. Le candidat appréciera. Maintenant, M. Paul, bonjour. Oui, c'est M. Léopold. M. Léopold. Oui. Ok, allez-y. Bonjour, M. Sass. Oui, bonjour à vous. Bon, je remercie le docteur pour ses conseils. Ah, il n'est pas encore docteur, c'est juste un journaliste qui fait l'effort d'écrire des articles qui touchent à la médecine. Ah, d'accord, on le remercie, je le remercie. Je suis content d'apprendre aujourd'hui que manger posément est une bonne chose, parce que moi j'ai toujours fait. Ah, vous ne saviez pas avant? Non, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Ah bon? Maintenant, je vais lui demander. Oui. Dans le jargon médicinal, là, manger bien, manger beaucoup. Quelle est la différence entre manger bien, manger beaucoup? Oui, Gadiel? Bon, deuxième question. Oui. Ça va au journaliste M. Joël Bigard. Oui.
Après, je les félicite pour ces analyses de la situation politique dans notre pays. Bon, je pense que il y a les candidats, ou la plupart des Togolais qui oublient qu'en dehors de tout ce qu'on a et de tout qu'on peut avoir, il y a aussi des qualités. Je voudrais que M. le gars me réponde à ces questions. J'ai une série de questions ici. Est-ce qu'on peut choisir quelqu'un qui ne parle pas bien français pour être le président dans un pays? Ok. Deuxième question. Oh non, c'est bon. Il y a d'autres qui attendent aussi. Laissons. On va vous répondre rapidement. Gadiel, oui, manger bien, manger beaucoup. Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a des différences? Bon, on peut dire c'est complémentaire. Manger bien, c'est au niveau qualitatif, c'est-à-dire que il faut manger varié pour avoir plusieurs nutriments pour sa santé. Et puis manger beaucoup, il faut manger suffisamment quand même pour donner à l'organisme cette quantité qui va lui suffire. Vous voyez, donc on peut allier les deux, mais trop manger, ça veut dire que là on est goinfre et on est dans la ripaille, ce n'est pas du tout conseillé pour la santé. Eh bien, on va conseiller à M. Léopold de manger bien en quantité et en qualité, mais en se donnant le temps de manger posément. Maintenant, je vois les gars, la question qui vous est posée, est-ce qu'on peut choisir un candidat qui ne parle pas bien français? Non, je crois que... C'est pas un concours d'idées questions. Hein. Non, c'est pas un concours d'idées questions. Mais le choix des candidats répond à la vision du peuple. Et à la culture, quelles que soient les caractéristiques que nous avons une culture togolaise. On aime que le français soit acceptable, c'est un peu châtié, et parce que c'est l'héritage que nous avons reçu. Et donc, si tu n'es pas dans ce casting, enfin dans ce profil-là, toi-même tu dois comprendre que bon. Merci. Sylvain Agbayi qui est en ligne, bonjour. Il a dû attendre, il est parti. Toutes nos excuses pour le temps que nous lui avons fait perdre, bien malgré nous. Joachim Leco, l'auditeur, enfin, l'épisode que nous a partagé avec le mandat Mahoufa, mais enfin, on annonce déjà que Sylvain Agbayi est revenu. Ah, c'est pas lui. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour, c'est Georges. Georges. Oui. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des élections transparentes. Et les autres calculs-là ne comptent pas. Si tout le monde a en dessous de 50%, il y a deuxième tour. Et si quelqu'un a plus de 50%, il est président. Il est KO. Oui. Enfin, il passe KO. Il passe KO. Et il aura mis les adversaires KO. Bien sûr. Et je crois que pour le bilan du président sortant, tout le monde sait ce qu'il a fait. À chacun d'avoir son propre opinion, de respecter l'opinion des autres. Mais tout ce que moi je peux dire, c'est tout à fait négatif. Parce que... Pour vous? Pour moi, oui. Si j'entends dans un pays que 5 personnes ont détourné 17 milliards, je ne sais pas comment ils ont fait pour détourner cette somme-là. Et qu'à l'hôpital Sylvanus Olympio, il n'y a pas de scanner. Qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de scanner, et qu'on me dit que c'est positif, alors là, moi je me dis, placer un mandat sous le signe du social et manquer de scanner à l'hôpital, c'est négatif pour moi. Et puis, merci. Même si c'est positif, à un moment donné, il faut laisser la planche aux autres personnes, de montrer ce qu'ils ont dans leur tête. Merci. Merci beaucoup, l'ami Georges, pour votre franc-parler. Un autre auditeur en ligne? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est Yao Dagoué. Yao Dagoué, oui. Vous avez posé une question à notre jeune frère concernant des faits que vous avez portés à sa connaissance, et qui viennent mettre en mal un peu leur projet de sensibiliser un peu les acteurs par rapport à la nécessité de conserver la paix en cette période électorale. Je pense qu'il vous répondait en disant que c'est peu une question complexe et qu'il n'allait pas tout de suite répondre. Bon, il est parti un peu en digression. J'aimerais lui rappeler que lorsqu'on est dans ce genre de mouvement et qu'on prône ce genre de choses, lorsqu'on a connaissance que des actes sont dans le sens contraire, l'une des premières choses, c'est de condamner. Donc, il devrait normalement condamner l'attitude de ces soi-disant du genre de appartenant unis et qui aurait mis en mal la campagne de l'ANC. Il faut condamner. Nous devons condamner. D'abord. Alors, ma réflexion se poursuit sur le bilan.
Aujourd'hui, il semble que le bilan est positif ou il est négatif. Non, chacun analyse le bilan de Faure Gnassingbé comme il veut. Bien sûr. Mais lorsque nous voulons analyser ce bilan, M. Sass, nous analysons par rapport à quoi? Par rapport à ce qui avait été prévu, et c'est depuis quand cela avait été prévu. On avait voulu faire quoi avec combien? Aujourd'hui, on a réalisé quoi avec combien? C'est par rapport à tous ces éléments. Et je pense que peut-être qu'il serait intéressant que des journalistes définissent une période, analysent un peu tout ce qui a été qu'on a eu comme don, tout ça là, voir à peu près ce qu'on a fait et l'apprécie par rapport à d'autres. En ce moment, on verra si c'est bon ou c'est pas bon. Je finirai mon analyse en disant, aujourd'hui, le président de la République actuelle a déjà bouclé 3 mandats. De façon humble, il reconnaît qu'il n'a pas tout fait. Il demande un 4e mandat pour faire. Or, nous avons modifié notre constitution. Si cette constitution n'est pas modifiée dans l'avenir, aucun autre candidat, aucun autre président n'aura plus de 2 mandats. Alors, comment est-ce qu'on pourra faire pour savoir que quelqu'un qui aurait fait 2 mandats aurait mieux fait que lui qui est pratiquement en train de vouloir un 4e mandat pour mieux faire? Je réfléchis et je ne trouve pas encore la réponse. Eh bien, Yao Dagoué, quand vous aurez trouvé la réponse à cette question que vous vous posez, vous viendrez partager avec nous. Merci beaucoup, Yao Dagoué. Oui, en attendant, le projet... notre ami Digbanjoua Kafitine, vous avez déjà un auditeur en ligne. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Sandro. Sandro, oui. Bon, ce que je voulais proposer, c'est au niveau des perturbations des campagnes pour les candidats. Oui. L'essentiel, on sait que c'est le parti au pouvoir qui prône plus de paix. Mais, bizarrement, c'est avec ces militants qu'on a souvent les problèmes concernant la chose. En premier lieu, toujours dans ce pays, c'est ce qu'on voit. Quand ils nous parlent de la paix, on sent en même temps ce qui est derrière leur tête. Parce que, d'habitude, ils ont la prétention de pouvoir provoquer et après dire que c'est d'autre part que les violences viennent. Là, UNIR vous accuserait de leur faire un procès d'intention. Oui, mais ce qu'on leur proposait, il faudrait que tout le monde soit courtois avec les autres pour une bonne campagne. En deuxième lieu, pour le bilan du président aussi, on a dit 15 ans, c'est bon. Si on n'a pas comparé 2 choses, on ne peut pas dire à tout temps que la personne là, il a beaucoup fait. Bon, les choses que les gens disent, on les accepte, mais il faudrait avoir quelque chose pour comparer avant de dire que celui-ci a mieux fait et celui-ci n'a pas mieux fait. Et avec la dame qui a parlé de l'anecdote de sa petite fille, c'est par rapport à ce que la fille ressent à la maison. Donc, c'est aussi bon. Même hier, la mort, je parlais à ma fille avec la libération de Nelson Mandela il y a de cela 30 ans. Et je lui ai dit que, et il a fait 4 ans, après il a quitté le pouvoir. Ma fille me répondait, et l'autre, il faudrait faire déjà 15 ans, il veut faire encore. Vous voyez? Et vous lui avez répondu quoi? Ok. J'ai dit que, normalement, que celui-là, il a bien déposé son pays sur les rails et il a préféré céder sa place pour donner la chance à d'autres personnes. Merci. L'autre dirait tel père, tel fils, telle mère, telle fille. L'auditeur suivant, Philippe, bonjour. Oui, bonjour ça. Oui. Et bonjour le plateau. Oui. Mes félicitations pour vos recherches. Nous essayons. Et le cas Loumen m'intéresse beaucoup. Le cas Loumen, la microfinance Loumen. Oui. Et je peux dire waouh pour les citoyens lambda togolais qu'enfin un liquidateur a été trouvé. Oui. Mais vous savez, je prierai le ministère des Finances de redoubler d'efforts, plus d'efforts. S'il en serait le gouvernement actuel qui va rester ou le gouvernement nouveau qui va venir, cette partie de Casimètre, qui est une commission au sein du ministère, soit vraiment renforcée. Je viens qu'au temps de M. Pézing, qui est passé à la retraite, il y avait eu un travail qui a été fait. Maintenant, c'est une dame qui est là-bas. On se dit souvent que quand une maman est à un poste de responsabilité, elle fait beaucoup plus. Mais j'avoue que cette dame reste à désirer. Vous m'excusez. Je n'ai rien contre elle, mais il faut qu'elle se redouble d'efforts au niveau de toutes ces cellules
pour que vraiment un travail de sérieux, axé sur le résultat, soit fait. Et que très rapidement, ce liquidateur puisse tout faire dans les 30 jours ou dans les 60 jours à venir, que les citoyens qui se lamentent à l'heure où nous parlons, qui ne savent pas ce que le lendemain du 22 février va réserver, soient rentrés dans le fond totalement. Merci. Autrement, oui. Expliquer, vous savez qu'un mécanicien peut être transformé en gestionnaire. Celui qui est directeur général de Titopé, qui a pris Lumen, c'est un mécanicien. J'avais dit la dernière fois qu'il était l'initiateur de FAB. Et FAB a été cassé. Aujourd'hui, Titopé, il prend Lumen, et vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'on demande que merci. Donc, le président du conseil d'administration soit vraiment outillé, maîtrise les choses. Parce que, après tout, toute décision émane du président du conseil d'administration et le directeur est un exécutant. Merci, voilà. Philippe. Philippe qui ajoute de l'eau au moulin de fraternité, qui trouve que le ministère des Finances est coupable de légèreté dans la faillite de Lumen. Joël Egal également qui a vivement souhaité que le ministère des Finances par la CASIMEC soit plus proactif et plus vigilant en amont pour prévenir de tels désagréments à notre économie. Mais tu permets, la taxe sur Madame Litaba, je crois que non, elle est plutôt venue réparer et redonner vie à cette institution qui sommeillait vraiment. Eh bien que sous son prédécesseur. La CASIMEC reprenne davantage de vie. Eh bien, on va terminer cette émission. Eh bien, l'ami Digbanjoa Kamfitine, un auditeur s'est adressé à vous pour que votre sensibilisation vraiment soit intégrale et inclusive. Effectivement, donc j'ai pris bonne note de ce qu'il a dit. Et donc demain et après-demain, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi, lors du forum de la jeunesse pour la paix, nous tâcherons quand même de pouvoir inculquer ces notions, de fustiger ce qu'il y a à fustiger et de valoriser ce qu'il faudrait valoriser. Autrement dit, quand on est défenseur des droits de l'homme, il faut condamner toute violence d'où qu'elle vienne. Effectivement. Et donc j'en profite pour lancer encore un vibrant appel à la jeunesse, aux jeunes étudiants, aux jeunes entrepreneurs, aux élèves, à être des nôtres demain jeudi et le vendredi au Palais des Congrès de Lomé à partir de 8h, à savoir que le mouvement des jeunes promoteurs de la paix et le Conseil national de la jeunesse organisent un forum intitulé Violence Option Zéro, construire un Togo pacifique et prospère. Merci et faites l'effort également que de telles formations aillent dans le Togo profond. Nos parents à Haute, à Dangbe, à Djarpanga, le village de ta femme, de votre femme, Joachim, c'est là ça où il y a la main. C'est Sanda. Sanda. Donc il faut que ces formations aillent dans tous les locaux. Landa. Joachim, attention, vous ne connaissez pas le village de votre femme? Oui, ben c'est ça. C'est tout cela qui est bien. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, 30 secondes pour quelque chose qui vous tient à cœur avec votre carton. Qu'on ne soit pas Gadia Chonyadji. Bien, je pense qu'avec l'actualité, on ne peut que prôner la tolérance, la paix, la paix sociale, parce que c'est un indicateur de santé, de bonne santé dans un pays. Donc, dans ce temps de campagne, d'élection, je crois que l'esprit de paix doit survoler le pays et afin que tout se termine bien. Alors, moi, mon carton vert, c'est pour les médecins généralistes du Togo, un carton vert pour leur travail. Merci. Joachim Loko? Non, moi je n'ai pas de carton. Je voudrais abonder dans le même sens que mon confrère Gadiel. Je voudrais inviter les acteurs politiques à cultiver beaucoup l'amour, le patriotisme et à élever le débat. Heureusement que cette fois-ci, avant dans les campagnes, on dit les anciens vont partir, mais cette fois-ci, les candidats sont en train de peser dans la balance un véritable programme de société. Si on est élu, on va faire telle chose. Et c'est par rapport à cela, s'ils sont élus dans 5 ans, s'ils reviennent encore solliciter le suffrage de la population, on leur dira, Niet, vous avez promis telle chose, vous n'avez pas honoré de votre engagement, et donc on ne vous vote plus. Et donc les acteurs politiques n'ont qu'à essayer de dépassionner les débats et lancer des appels à beaucoup plus de retenue
à la paix parce que nous traversons des moments sensibles. Merci. Il faut que votre appel s'adresse particulièrement aux militants sympathisants. Oui, c'est surtout aux militants zélés. Aux militants zélés qui ne comprennent rien. Les gens pensent que la politique, c'est affaire de muscles. Non, la politique n'est pas affaire de muscles. La politique, c'est dans la tête. Chacun avance ses idées, vous analysez et c'est au peuple de départager les candidats. Merci. Donc, vous n'avez pas de carton? Je n'ai pas de carton. Joël Kossi-Vignon-Ega, 60 secondes? Non, mon plutôt 30 secondes. Merci. Bon carton, ça sera toujours politique. Carton rouge à tous ceux qui mettent la question de l'alternance sous le sceau de complexe d'infériorité, de supériorité. Carton rouge à tous ceux-là, parce que nous, on veut construire ensemble. Je veux être bien avec mon ami Douti. Et comme je suis déjà bien avec mes amis Kwacha et autres là, c'est comme ça que nous entendons l'alternance. Donc tous ceux qui, comme la dame qui vient d'appeler que sa fille a pleuré, ça veut dire qu'ils ne comprennent rien dans le débat. Donc ils n'ont qu'à nous faire place pour qu'on construise un Togo plus mature, plus inclusif, plus libre. Ils comprennent le débat à leur façon. Merci à vous tous qui êtes avec nous au studio. Merci à ceux qui nous ont écoutés, qui ont co-animé avec nous. Nous terminons par là où on a commencé avec cette pensée de Confucius qui a écrit qu'il y a 3 sortes d'hommes avec qui il est utile de se lier d'amitié. 1. Les hommes droits. 2. Les hommes sincères. Et 3. Les hommes qui ont beaucoup appris. C'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.